Même réunion, même présentation, même information. À la sortie, vous croisez deux personnes. Vous leur demandez ce qu'elles en pensent. La première vous dit: «C'est bien, il est temps qu'on bouge, j'attends ça depuis 2 ans». La deuxième vous dit: «Je ne sais pas, ça me dérange, ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses ici». Vous venez d'exposer exactement la même chose aux deux. Elles sont dans la même entreprise depuis à peu près le même nombre d'années. Elles ont le même niveau d'information et elles ont vécu 2 réunions différentes. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Alors la plupart des intervenants essaient de mieux expliquer. Ils refont une réunion, ils envoient un mail de synthèse, ils organisent un atelier pour travailler l'adhésion. Et 6 mois après, la personne numéro 2 fait toujours comme avant. Pas parce qu'elle n'a pas compris, parce que la réunion n'a pas touché ce qui faisait qu'elle voyait les choses comme elle les voyait, elle. Ce truc-là, ce filtre invisible à travers lequel on voit le monde, ça a un nom. Et comprendre comment ça fonctionne change complètement la façon dont vous concevez une transformation. Et si vous ne le voyez pas, tant que vous ne travaillez pas à ce niveau, vous pouvez multiplier les réunions, améliorer vos slides, soigner votre communication, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que le problème n'est pas là où vous le cherchez. Depuis les années 50, un psychologue français s'est posé une question qui semblait bizarre à l'époque. Il s'appelait Serge Moscovici. Sa question était la suivante: comment est-ce qu'une idée nouvelle entre dans la tête des gens? Pas dans la tête d'un individu isolé, mais dans la tête d'un groupe, d'une communauté, d'une organisation. Il a passé des années à observer comment la psychanalyse, un savoir scientifique très pointu réservé à quelques spécialistes, s'était progressivement transformé en quelque chose que monsieur tout le monde utilisait dans ses conversations. Tu as un complexe, c'est ton ego qui parle, tu refoules, etc. Et ce qu'il a découvert, c'est que les idées ne rentrent jamais dans les groupes tels quels. Elles sont filtrées, transformées, adaptées par tout ce que le groupe croit déjà. Alors, il a appelé ça les représentations sociales. Maintenant, laissez-moi vous donner une définition qui vous parle directement. La représentation sociale, c'est tout ce qu'un groupe considère comme évident, sans jamais se demander pourquoi. C'est le ici on fait comme ça, le c'est pas notre façon de travailler, le ça ne marchera jamais chez nous. Des certitudes implicites, jamais discutées, souvent même pas conscientes. Et sa découverte principale, celle qui change tout pour vous en tant qu'intervenant, c'est celle-ci. Les gens ne changent pas de comportement parce qu'on leur a expliqué quelque chose. Ils changent quand leur représentation, leur façon implicite de voir les choses, a évolué. Former les individus sans toucher à ça, c'est comme verser de l'eau dans un seau percé. Je vais vous donner 3 situations que vous avez certainement vécues et à chaque fois, je vais vous montrer ce que la représentation sociale explique et que la logique habituelle n'explique pas. La situation numéro 1, on a toujours fait comme ça. Vous êtes en mission, vous proposez un changement de processus, un manager dit: «On a toujours fait comme ça marche, pourquoi changer?» La réaction habituelle: expliquer pourquoi le changement est meilleur, montrer les données, convaincre. Mais ce que dit ce manager, ce n'est pas j'ai besoin de plus d'informations, c'est ce que vous proposez touche à quelque chose que je considère comme fondamental dans la façon dont on travaille ici. Moscovici dirait: vous venez de toucher au noyau dur de sa représentation, c'est-à-dire la partie de sa vision du monde qui ne bouge pas facilement, celle qui définit qui il est professionnellement. Donc pas la périphérie, les ajustements qu'il peut faire sans se sentir menacé, mais le centre. La situation numéro 2, une même information, de lecture opposée. Vous déployez un nouveau système de management de la performance. 2 services, même présentation, même outil, même formateur. Dans le premier service, les managers s'en emparent. Ils adaptent, ils testent, ils l'utilisent dans leurs entretiens. Dans le deuxième service, l'outil existe, il est rempli, mais il n'est jamais vraiment utilisé. On fait comme si. La direction dit: problème de management local,
vous, maintenant, vous posez une question différente. Quelle est la représentation du bon management dans chacun des deux services? Est-ce que ce nouvel outil entre en cohérence avec cette représentation ou est-ce qu'il la contredit? Dans le premier service, la représentation du bon manager, c'était quelqu'un qui structure, qui outille, qui formalise. L'outil est cohérent avec ce qu'il pense être. Dans le deuxième service, la représentation du bon manager, c'était quelqu'un de terrain, de disponible, qui, sans ses équipes, sans avoir besoin de grille. L'outil contredisait cette représentation. Il disait implicitement, ce que tu faisais avant n'était pas assez rigoureux. Voilà pourquoi l'outil n'a pas pris, pas à cause du management local, à cause d'une représentation qui n'avait pas été travaillée. Situation numéro 3, la formation qui ne change rien. Vous avez certainement déjà vécu ça, une belle formation, des gens qui participent, qui prennent des notes, qui repartent motivés. Et 3 mois après, rien n'a changé dans les pratiques. Pourquoi? Parce que la formation a travaillé sur les comportements. Mais les comportements sont comme les branches d'un arbre, ce qui se voit, ce qu'on voit. Si vous ne travaillez pas sur les racines, les représentations collectives qui produisent ces comportements, les branches repoussent exactement comme avant. Donc les racines invisibles déterminent ce qui pousse en surface. Changer les comportements sans toucher aux représentations qui les produisent, c'est tailler les branches. Le travail continue et les branches repoussent. Je vous raconte une mission. Fusion de 2 équipes commerciales dans une entreprise industrielle. Sur le papier, c'était simple. 2 équipes, même client, même produit, même niveau hiérarchique. La direction pensait que ça prendrait 3 mois. 18 mois après la fusion officielle, les 2 équipes ne déjeunaient toujours pas ensemble. Les réunions communes étaient tendues. Les objectifs collectifs étaient systématiquement sacrifiés aux objectifs individuels d'équipe. Le consultant a commencé par écouter, vraiment écouter, pas pour trouver des solutions, mais pour comprendre les représentations. Dans la première équipe, l'équipe historique, celle qui existait depuis la création de l'entreprise, la représentation du bon commercial, c'était quelqu'un qui connaissait les clients depuis longtemps, qui entretenait une relation de confiance dans la durée, qui ne cherchait pas à faire du chiffre à court terme. La deuxième équipe, arrivée lors d'une acquisition 3 ans plus tôt, la représentation du bon commercial, c'était quelqu'un de réactif, de chasseur, qui allait chercher de nouveaux clients, qui ne s'endormait pas sur son portefeuille existant. Donc ces 2 représentations n'étaient pas incompatibles sur le fond, elles étaient complémentaires. Mais personne ne les avait jamais nommées. Et chaque groupe pensait que l'autre avait tort. Pas une approche différente, mais vraiment tort. Ce qu'on a fait, c'est organiser des séances de travail où chaque équipe racontait ses meilleures réussites. Pas pour se comparer, mais pour que l'autre voie la logique derrière les pratiques. La première a commencé à voir que la réactivité de l'autre n'était pas de l'opportunisme. C'était donc une façon différente de servir des clients différents. Le deuxième groupe a compris que la fidélisation à long terme de l'autre n'était pas de la paresse, c'était une valeur, une vraie valeur, une vraie stratégie de valeur. La fusion, donc, a vraiment commencé ce jour-là, pas le jour de l'annonce officielle, le jour où la représentation, où les représentations ont pu se rencontrer. Et aujourd'hui, pour vous aujourd'hui, vous arrêtez de chercher pourquoi les gens ne comprennent pas votre changement. Vous commencez à chercher ce qu'ils voient à travers leur représentation et comment le changement peut s'y ancrer plutôt que s'y opposer. Pour le client, une transformation qui intègre les représentations existantes ne les détruit pas, elle les fait évoluer de l'intérieur. Les acteurs ne se sentent pas niés et ce qu'on ne se sent pas nié, on peut bouger. Il y a une question que j'ai intégrée dans mes premiers entretiens de mission, elle est simple, elle dérange un peu, ce qui est bon signe, et elle vous donne accès à des représentations que vous n'obtiendrez jamais avec un questionnaire standard. Si un nouveau collègue arrivait demain, quelqu'un d'intelligent, de compétent, de bonne volonté, quelle serait la première chose qu'il devrait savoir sur comment ça fonctionne vraiment ici, pour ne pas faire d'impair?
Cette question contourne les défenses. Vous ne demandez pas à la personne ses opinions, vous lui demandez ce qu'un observateur extérieur devrait savoir. Et elle va vous livrer les règles implicites, les codes non écrits, les évidences non questionnées. Ce que vous entendez dans les réponses, les reformulations qui reviennent, les anecdotes spontanément citées, les mises en garde données avec le sourire, c'est le matériau des représentations sociales. C'est la carte réelle du terrain sur lequel vous allez travailler. Et une deuxième question, pour aller encore plus loin, qu'est-ce qui, ici, ne changera jamais, quoi qu'il arrive? Les réponses vous donnent le noyau dur, ce que le groupe ne peut pas perdre sans se sentir menacé dans son identité. Avec ces deux questions posées systématiquement, vous entrez dans une organisation avec une carte que les autres intervenants n'ont pas. Et ça se voit dès les premières semaines. Qu'est-ce qui se passe quand on ignore ces représentations? Revenons aux deux personnes du début, celle qui était enthousiaste et celle qui était réticente. Ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question d'âge, d'ancienneté, de niveau de compétence. C'est une question de représentation. Deux façons de voir l'organisation de leur place dedans, construite sur des années d'expérience partagées avec des groupes différents. La personne réticente n'a pas besoin qu'on lui explique mieux, elle a besoin qu'on comprenne ce qu'elle protège et qu'on construise un chemin où elle peut avancer sans le perdre. C'est ça, intervenir au niveau des représentations. Ce n'est pas plus compliqué, mais c'est radicalement différent de comment mieux communiquer le changement. La prochaine vidéo, la dernière de la série, porte sur l'identité au travail, selon Renaud Saint-Saulieu. Vous venez de voir comment un groupe filtre le monde à travers ses représentations collectives. La prochaine fois, vous verrez comment chaque individu construit son identité à travers son travail. Et pourquoi certaines transformations échouent? Parce qu'elles touchent à ce que les gens sont, pas seulement à ce qu'ils font. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Et si vous voulez savoir comment vous lisez déjà les représentations dans vos missions, le quiz est en description, 3 minutes, c'est gratuit et le résultat est immédiat. Donc à la prochaine fois.